Très bien, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Et donc, j'appelle maintenant au panel Pierre Briol, directeur de recherche au CNRS à l'École normale supérieure de Paris, Georges Tolias, professeur, École pratique des hautes études, ancien directeur de recherche à l'Institut de recherche historique, Fondation nationale de la recherche scientifique. Eleni Gadolou, Digital Asset Manager à l'École britannique d'Athènes, et Michel Festas, chercheur postdoctoral au laboratoire de cartographie historique numérique de l'Institut de recherche historique, pour notre panel sur le travail cartographique. Très bien, donc on va écouter Monsieur Pierre Briol. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de participer à cette journée d'études consacrée à l'expédition scientifique de Morée. Et mon intervention va porter sur les opérations géodésiques réalisées en 1829 et 1830. Ces opérations, donc, comme il a été dit précédemment, qui ont servi de fondement à la carte de la Morée publiée, elle, en 1832. Donc, dans mon exposé, je vais vous montrer en quoi ont constitué ces travaux, comment ils se sont appuyés sur des connaissances antérieures et quel usage a été fait jusqu'à aujourd'hui de ces travaux géodésiques. Donc, ce premier transparent montre un détail de la carte de Morée de 1832. Comme il a été dit, c'est une carte à l'échelle du 200 millième. Et vous voyez ici un extrait de la feuille numéro 2, donc, qui est située au nord-est de la zone. Et cette carte, vous allez le voir, représente un accomplissement remarquable dans le domaine de la cartographie en ce début du XIXe siècle. On va regarder plus en détail le cartouche à présent. Et comme il est indiqué sur le cartouche, trois officiers principaux ont été les maîtres d'œuvre de cette carte, les capitaines Pétier, Puyon-Boblet et Servier. Et donc, c'est cette triangulation, vous allez voir dans le transparent qui suit, qui sert de base à la constitution de la carte. Donc, voici cette carte, vous l'avez vue précédemment déjà. Vous avez vu qu'il y a 6 feuilles, donc, de façon à ce que la carte soit manipulable à l'échelle du 200 millième. Et elle est composée de triangles. On va revenir plus loin encore sur ces triangles, mais vous voyez déjà que la taille moyenne de ces triangles est d'environ 20 km dans les triangles gras. Et puis, il y a des plus petits triangles en traits plus fins, dont je parlerai plus tard. Ces triangles, donc, avec 134 sommets en tout, eh bien, sont les sommets sont les lieux où les ingénieurs géographes français vont aller installer leurs instruments de mesure, les théodolites, et où ils vont réaliser des mesures extrêmement précises avec ces appareils. Alors, parlons d'abord des personnes. Qui sont ces ingénieurs géographes? Ce sont, je vais les citer par ordre d'âge ou d'entrée à l'école polytechnique. Ce sont tous les trois des personnes formées à l'école polytechnique. Madame l'ambassadrice a rappelé l'importance des écoles et des écoles d'ingénieurs dans le déroulement de l'expédition de Morée et dans la suite aussi. Le premier, l'aîné, Émile Lepuyon de Boblet, promotion 1811 de l'école, est ingénieur géographe et également géologue. Il a produit une quantité de travail considérable sur la géologie. Vous avez vu tout à l'heure, d'ailleurs, la carte au 600 millième qui a été produite sur la base de la carte de la Morée, mais contenant les informations géologiques. Le second, qui sera le chef de mission, s'appelle Pierre Pétier. Promotion 1813. Il est ingénieur géographe.
il est cartographe également, et puis il est dessinateur de talent. Et il a produit énormément d'illustrations de cette mission. Il faut savoir également que Pierre Pétier avait participé de 1815 à 1827 à l'expédition, à la triangulation des Pyrénées, dans le cadre de la fabrication de la carte de France, qui avait été décidée en 1817. Eh bien, une des parties concernait les Pyrénées, et Pétier avait été l'un des officiers actifs là, et il possédait ainsi une solide expérience des opérations de terrain, ainsi qu'une solide expérience des travaux en montagne, parce qu'il faut savoir que le Péloponnèse, la Morée, c'est montagneux, et des fois difficile, souvent. Enfin, Aristide Camille Servier, promotion 1817, est ingénieur géographe et également calculateur au Bureau de la connaissance des temps, qui appartient au Bureau des longitudes. Et ainsi, ces trois polytechniciens forment une équipe complémentaire alliant différentes compétences nécessaires à la production de la carte. Les 6 feuilles, vous les avez vues, je passe rapidement. Et ce sur quoi je veux m'attarder, c'est le cartouche que vous voyez ici en haut à droite, et qui contient un certain nombre d'informations dont nous allons parler à présent. La première information qu'on trouve plusieurs informations donc, est un premier aspect important dont je vais parler dans le transparent qui suit, est la détermination de la longitude des points qui sont de la carte, en fait, et donc des points qui sont sur la carte. Détermination de la longitude, également détermination de l'orientation de la carte. Une carte, ça doit être orienté correctement, disons, en direction du nord. Donc, pour faire ça, l'équipe qui a fait l'expédition de Morée, d'abord, n'avait pas beaucoup de temps pour faire ça. Et deuxièmement, n'avait pas de raison véritablement de le faire, étant donné que le capitaine de vaisseau Gautier, Pierre-Henri Gautier du Parc, avait déjà accompli ce travail antérieurement, principalement entre 1815 et 1820. En particulier, Pierre Gautier avait réalisé des observations très importantes et très répétées sur l'île de Milos. Mais il avait également réalisé des observations assez nombreuses sur l'île de Kéa. Et ainsi, c'est la ligne Milos-Kéa qui va servir à la fois de calage pour la longitude et de calage pour l'orientation. Ensuite, Gautier avait également mesuré d'autres îles, Hydra, Égine, ainsi qu'une petite île qui s'appelle Aios-Urgos. Et Égine et Hydra, comme vous le voyez, appartiennent à la partie orientale des cartes de 1832. Ce sont Égine et Hydra, en définitive, qui vont être le calage en longitude pour l'ensemble de la carte, en provenance du calage véritable sur Milos. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est un extrait de la carte de Lapi, j'en reparlerai tout à l'heure, une carte qui a été produite peu avant la carte de 32, elle est sortie en 1826, et essentiellement basée précisément sur les travaux de ces navigateurs qui donc avaient des cartographies précises des îles ou des côtes, mais pas véritablement précises de l'intérieur des terres. Quels étaient les outils utilisés par nos ingénieurs géographes? J'en montre 3. Le premier, le plus important, à gauche, c'est le théodolite. Le théodolite permet de mesurer des angles. Il permet de mesurer des angles très précisément. Avec un théodolite comme celui que vous voyez, construit par Gambé aux alentours de 1825, donc, et sans doute un modèle très proche de celui utilisé dans l'expédition, eh bien, on peut mesurer des écarts d'angle correspondant environ à 20 cm à 20 km de distance. Les triangles font 20 km, donc on arrive à déterminer à peu près à 20 cm près disons, la variation liée à l'angle d'un point à cette distance-là. Alors, oui, j'oublie de vous dire, mais vous pouvez, si vous allez au musée de l'Observatoire national d'Athènes, dans le bâtiment donc, historique de l'Observatoire d'Athènes, sur la colline de Titian, vous pourrez voir des instruments qui ont servi à l'expédition de Morée et qui ont été ensuite conservés par l'Observatoire au moment de sa création.
Le second instrument, c'est celui qui est au centre des trois instruments, c'est un chronomètre, ici un chronomètre portatif de Berthoud, Ferdinand Berthoud, mais il existe plusieurs modèles. Là, j'ai mis un modèle qui est portable, vous voyez, on peut il a une petite poignée en haut, on peut le transporter sur le terrain assez facilement. Là, il y a d'autres modèles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces chronomètres étaient dotés d'une précision, stabilité remarquable. Ils pouvaient conserver 1 seconde pendant 1 semaine. 1 seconde, ça correspond à 500 mètres de rotation de la Terre. La Terre tourne 500 mètres à 1 seconde. Donc, si vous voulez être précis en longitude à 500 mètres près, il faut la seconde de précision. Et donc, il était nécessaire et fondamental d'avoir des chronomètres extrêmement précis pour faire ces observations-là. La troisième chose, c'est le baromètre. Les baromètres étaient des appareils qui servaient à mesurer les altitudes par variation de la pression en fonction de l'altitude. Mais on pouvait également mesurer les altitudes à l'aide des théodolites eux-mêmes en mesurant les angles qu'on appelle zénithaux à l'aide des théodolites. La deuxième information tout à fait fondamentale que vous observez, vous pouvez voir dans le cartouche, concerne une base mesurée dans la plaine d'Argos. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit cette fois de donner son échelle à la carte. Pétier aurait pu vouloir donner son échelle à partir des mesures de Gautier. Mais les mesures de Gautier n'étaient pas assez précises pour donner une échelle, disons, l'échelle atteignable par les travaux des géodésiens dans le Péloponnèse, de sorte que Pétier et ses collaborateurs ont décidé de créer une base de calibration des longueurs qu'ils ont installée pour différentes raisons, notamment des raisons logistiques, au voisinage de Nauplie. Donc là, vous voyez, c'est une photo que j'ai prise depuis la citadelle Larissa de Argos, et vous voyez un segment rouge qui va à peu près de l'angle oriental de la forteresse de Tyrrhène jusqu'à un village qui s'appelle Aria, à côté de Nauplie. Et c'est cette base de 3,5 km qui a servi de référence pour l'échelle de la carte. En fait, on a mesuré cette base à l'aide de réglettes en bois, en faisant attention à la dilatation du bois, qui est faible, mais néanmoins pas nulle. Et ensuite, à partir de la petite ligne de 3,5 km, on a propagé sous forme de triangle les dimensions aux grands triangles qui sont en gras. Donc on a ainsi les triangles en gras dont les tailles sont connues grâce à la base disons de Nauplie. En plus, cette base a été reliée au niveau de la mer à un endroit qui est donc tout à droite de la photo, à Lerne en fait, et un débarcadère qui s'appelait débarcadère des Moulins. En fait, à côté de Lerne, il y a un lieu qui s'appelle Milly Moulin, qui existe toujours. Et c'est là où se trouvait la liaison à la mer. Et à partir de cette liaison au niveau de la mer, on a pu répercuter les altitudes à l'ensemble des points du réseau géodésique. Donc, on allait pouvoir avoir une carte, disons, connue en altimétrie, connue en longitude, connue en orientation et connue avec son échelle. Alors, comment... donc ça, c'est un détail on est toujours dans la région de Corinthe, et ce que dit Pétier dans son rapport de 1833, c'est que la carte comporte 134 stations, mais qu'il y a beaucoup d'autres stations. En fait, il y en a plus de 1000. Ce sont les stations secondaires qui sont reliées, non pas avec les triangles gras, mais avec les petits triangles fins, parce que pour arriver à faire la carte ensuite, il va falloir plus de 134 points. Il va falloir plus de 134 points parce que, et là j'ai mis à droite, en bas, une illustration beaucoup plus ancienne, dans un article de Zubler en 1614. On voit une illustration que je trouve assez belle du procédé qui permet, à partir des coordonnées des points géodésiques précédemment mesurés, de dresser la carte de la région, d'une région particulière. Donc vous êtes à un endroit donné, par exemple à Corinthe, et vous avez autour de vous les points géodésiques dont vous avez mesuré les coordonnées, et vous allez faire un travail sur un papier. En fait, ça s'appelait le lever à la planchette, et vous allez orienter votre planchette en direction des points géodésiques que vous voyez, et ensuite réaliser le dessin sur la planchette. Et ça s'est fait jusqu'au XXe siècle. Au milieu du XXe siècle, à l'École nationale des sciences géographiques à Paris, on enseignait toujours le lever à la planchette. Alors, quand on fait le travail aussi soigneusement, on arrive à une précision de carte bien meilleure que celle précédente.
Je sais, moi, je ne vais pas vous parler en pourcentage, mais simplement, je vous montrer. Voyez ici au centre, la péninsule de Peracora. Je ne sais pas s'il y a un pointeur, mais je vais vous la montrer. Et donc, ce que vous voyez, j'ai fait apparaître à gauche la carte de la Morée réalisée donc, pendant l'expédition. Et à droite, vous voyez la carte de l'API. Et vous voyez la différence considérable dans le tracé de la côte nord de la péninsule de Piracora. C'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples dans la carte. Puis après, il y a d'autres détails. Comme il a été dit, la carte comprend de nombreux détails. Par exemple, le lac qui s'appelle lac Vouliagmeni, qui est à l'extrémité occidentale de la péninsule de Piracora, figure dans la carte de Pétier, ne figure pas dans la carte de l'API. Mais il y a plus, et il y a mieux, si je peux dire. Il y a la pérennité de ce réseau. Ce réseau ne s'est pas endormi après la campagne de 1830. Ce réseau a été réutilisé. Il a été réutilisé une première fois par une mission autrichienne commandée par le lieutenant-colonel Hartel, en 1890, enfin, 1891, dans ces années-là, et qui a abouti à une nouvelle carte de Grèce, donc réalisée par ces officiers autrichiens à cette époque-là. Et puis, les points ont continué d'être mesurés par la suite. Et ici, je montre deux photographies de mesures effectuées de façon contemporaine, il y a seulement quelques années. L'une sur le château de Clémoussi, qui est situé à l'ouest du Péloponnèse, c'est le point bleu situé à l'ouest, et l'autre dans les vignes de Corinthe, là, au-dessus de Kiato, un lieu qui s'appelle Megas Voltos, qui n'est pas très loin de Sikion, un endroit important pour les archéologues. Et donc, ces deux points, nous continuons de les mesurer. Mais pour revenir aux mesures de Hartel de 1890, eh bien, ces mesures de 1890 ont fait l'objet d'un article extrêmement cité dans la littérature au début des années 90. Pourquoi s'est-il agi d'un article extrêmement cité? Parce que c'était les balbutiements du GPS. Et des équipes grecques et britanniques ont réalisé en 1988 une campagne dans le Péloponnèse et aussi au nord du Péloponnèse, au cours de laquelle ils ont remesuré environ 25 points du réseau donc, ancien, de la Morée, et la remesure de ces 25 points a permis de quantifier pour la première fois l'extension du golfe de Corinthe. Le golfe de Corinthe est une zone de Grèce qui s'étire très rapidement. Aujourd'hui, on a beaucoup de détails grâce aux mesures GPS répétées depuis les années 90. Mais en 1990, cet article publié à Nature était totalement innovant. Il montrait d'abord de combien le golfe s'étire, et deuxièmement, que l'on pouvait faire usage de données anciennes avec grand intérêt. Pour terminer, je voudrais remercier des initiateurs de cette recherche. D'abord, Eleni Gadolou et Georges Tolias, qui sont ici, et qui ont fait une conférence extraordinaire à l'École normale supérieure le 18 décembre 2020. Il y a eu le Covid, on s'est vu à travers les ordinateurs. Mais c'était vraiment bien. Et puis alors, il y avait un site web, un WebGIS, je ne sais pas comment on doit appeler ça, extraordinaire, contenant une quantité d'informations, enfin, beaucoup de détails sur le contenu de la carte. Vous en entendrez parler après. La deuxième personne que je veux remercier ici, c'est un mentor, un ami qui est décédé en 2022, Georges Weiss, un grand géodésien grec, très grand, et qui nous a... nous, les Français, toujours encouragés à travailler en Grèce depuis le premier jour, quand nous l'avons vu, et qui avait toujours cette formule, Pierre, pan métron Ariston. Soit travail avec mesure, et l'excellence est dans la mesure. Et donc, je pense que je lui dois beaucoup. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Eleni Gadolo.
Καλημέρα και από μένα. Bonjour. C'est un grand plaisir et un honneur d'être ici avec vous pour parler de l'œuvre de l'expédition française scientifique. C'est en 2026 que je me suis intéressée au travail de cette expédition après une discussion avec M. Taulias qui m'a fait part de son idée de mettre en valeur et d'étudier les cartes de cette expédition. C'est alors qu'a commencé donc un grand voyage et je voudrais à l'occasion remercier très chaleureusement M. Taulias. Dans l'ensemble, le travail de recherche numérique sur le projet cartographique s'inscrit dans une série de projets. Ceci a déjà été par Madame Policandriotti et j'ai eu l'occasion de collaborer avec Madame Policandriotti et les autres membres de cette équipe de recherche. L'objectif de mon travail initialement était de géoréférencer les cartes de l'expédition française, d'extraire les informations géographiques qu'elles contenaient, de reconstituer numériquement tout le paysage historique de cette période. Notre objectif était donc d'explorer comment nous pouvons donner du sens aux données géographiques issues de ces archives de l'expédition et comment les archives de l'expédition pourraient être mises en valeur et les faire revivre dans l'espace. Nous avons pu entendre les cartes de l'expédition qui ont fait l'objet de l'étude et qui étaient les suivants. La carte du Péloponnèse en 6 feuilles à l'échelle de 100 millième. La carte de 1852, c'était la carte finale qui comprend également la Grèce continentale et les Cyclades et est en 20 feuilles. Les deux cartes représentent le réseau défensif de communication de l'époque, les constructions, les interventions humaines, les ressources naturelles et les toponymes. Les toponymes indiqués sur les cartes sont ceux qui étaient en vigueur à l'époque lors de la fondation de l'État grec, ainsi que les noms anciens ou alternatifs. Les toponymes sont indiqués pour presque tous les établissements humains qui sont cartographiés de manière systématique, ainsi que le fond topographique comme montagne, rivière. La carte de 1832 représente à peu près 4500 entités géographiques, dont plus de 2000 font référence au réseau d'habitation. En outre, 105 cabanes sont reprises, vous ne les voyez pas sur l'écran, alors que pour la carte du Péloponnèse de 1852, 11 agglomérations supplémentaires sont représentées. En outre, l'étude comparative des deux cartes a révélé certaines différences, notamment en ce qui concerne les arrondissements, alors que certains caps écrits ont été omis. La première étape pour l'étude de ces cartes consistait à les géoréférencer. C'est un processus qui consiste à attribuer un système de référence aux images numérisées. Le système de référence de la carte a été révisé projection Flamsteed, puis sur la base des cartes du service géographique de l'armée, ils ont été géoréférencés. Ce géoréférencement permet de superposer le fond cartographique historique sur le fond contemporain et facilite l'interprétation et la comparaison. Et d'autre part, ceci permet également d'extraire des informations géographiques comme les coordonnées géographiques, mais aussi la géométrie des entités représentées. L'ensemble de ces informations ont été organisées dans une base de données géographiques dans un environnement SIG. La corrélation des entités géographiques historiques avec celles provenant de sources contemporaines, c'est un processus relativement facile grâce au géoréférencement préalable, a été effectué afin de corriger
les écarts dans les positions et documenter les changements éventuels et d'enrichir la base de données avec des données provenant des bases de données contemporaines. Au total, nous avons référencé 226 changements de nom, dont 931 concernent le Péloponnèse. Dans le cas des localités représentées sur les cartes, elles ont été enrichies avec des données démographiques de la mission de 1834 lorsque des données existaient. De plus, les données démographiques se sont avérées précieuses pour une raison supplémentaire. Étant donné que les limites des provinces ne sont pas indiquées sur la carte, nous avons utilisé les tableaux démographiques qui répertorient les localités et sur la base de la proximité des autres entités représentées sur la carte, nous avons utilisé la méthode géométrique de Thyssen pour traiter toutes ces données. Pour donner des chiffres, la carte de 1832 nous a fourni près de 4500 entités, tandis que celle de 1852, 12 000 enregistrements. Vous pouvez voir, par exemple, à titre indicatif, les églises qui sont cartographiées. Pour chaque entité, pour le lieu qui est représenté sur la carte, nous avons enregistré le toponyme, le nom ancien, s'il existait, ou le nom alternatif, le type d'entité tel qu'il apparaît sur la carte, l'unité administrative à laquelle elle appartenait et à laquelle elle appartient actuellement, la référence à d'autres bases de données contemporaines lorsque cela est possible et bien sûr la position géographique telle qu'elle ressort de la carte. Donc le résultat est un géoréférentiel numérique de cette période structuré de manière à pouvoir être étendu et enrichi et à connecter et à prendre en charge des processus numériques. Par manque de temps, je ne peux présenter en détail les résultats de l'analyse spatiale des données que nous avons recueillies à partir des cartes de cette expédition, mais je vais néanmoins vous montrer quelques exemples des possibilités que nous avons eues de capturer différents instantanés du paysage historique en recomposant numériquement des niveaux d'information sélectionnés à partir de la carte, en se concentrant sur un thème spécifique, tel que le réseau hydrographique, par exemple. Ici, vous pouvez voir les différentes cabanes, leur altitude, des emplacements d'intérêt spécifiques. La corrélation spatiale entre les entités, l'analyse des données géographiques nous a fourni des résultats intéressants. Ici, je vais vous citer certains exemples. L'emplacement, le type et le nombre d'entités indiquées sur la carte comme ruines, mises en relation avec l'altitude, montrent que plus on monte en altitude, plus leur nombre diminue. Ici, vous pouvez voir les ruines des villages en Attique Béotie en Messénie, une carte de densité de dispersion des habitats. Vous pouvez voir également une corrélation entre les habitats et l'altitude. Et on constate que 40% des habitats se trouvaient à basse altitude, jusqu'à 200 mètres, et 60% des villages à une altitude maximale de 500 mètres. Vous pouvez voir, par exemple, les emplacements rouges qui correspondent dans des agglomérations, des installations dans les zones rurales et côtières. Le nombre de familles de 1829 en fonction du type d'habitat et de l'altitude. Le nombre de familles, la densité des agglomérations,
La densité de la population par province en 1852. En rouge, on peut voir où la population a diminué et en vert où elle a augmenté. Une deuxième partie de notre recherche consistait à répertorier et à cartographier les références géographiques des espèces de plantes et de vertébrés issus des publications de l'expédition française. Ce recensement a permis d'identifier 1558 espèces végétales, dont 1322 concernaient la région du Péloponnèse. Nous avons identifié 855 selon la nomenclature et la taxonomie moderne et 104 espèces de vertébrés ont également été répertoriées. La non-cartographie de certaines espèces est due soit à des rapports erronés, soit à une non-correspondance avec les bases de données actuelles. Pour ce qui est des descriptions de la répartition géographique des espèces par l'expédition, nous avons identifié 3 niveaux de précision. Le polygone du Péloponnèse, les limites administratives de 1832 et au niveau local, où une référence est faite au homonyme, souvent accompagnée d'une certaine imprécision. La faune est principalement répertoriée au premier niveau en raison de la mobilité des espèces, alors que les plantes au troisième niveau. Compte tenu de la nature des données sur la flore et la faune, dont les limites de répartition ne sont pas strictement définies, et l'incertitude des descriptions géographiques, vous pouvez voir, et l'ensemble des données correspondantes qui utilisent des cellules, une grille commune a été choisie pour la cartographie de nos espèces. Vous pouvez voir ici l'emplacement des espèces de flore. Les espèces ont été associées à l'illustration correspondante de l'expédition et ont été intégrées dans une base de données disponible via une application web. La dernière partie de cette recherche concerne l'étude des utilisations des sols à cette époque et leur comparaison avec les utilisations actuelles et la description du paysage à travers les textes de l'expédition. Nous avons enregistré les descriptions de l'utilisation des sols à partir des textes du voyage de Lick qui ont été comparés à la base de données et au type d'habitat des zones protégées pour lesquelles il existe des données pertinentes et des variables interprétatives ont été également intégrées. Altitude, température, annuelle moyenne, précipitation moyenne, etc. L'ensemble des informations géographiques et cartographiques est disponible via 2 applications numériques qui sont les produits finaux des activités de recherche de notre équipe. Et l'expédition scientifique française de Morée 1829, dans sa première application, contient les données spatiales classées par thème sur la carte de l'expédition, avec les ruines, les monuments, les ressources naturelles, les données géodésiques et les altitudes des montagnes à la fin de la Révolution. De cette manière, les données géographiques ont pris tout leur sens grâce à la documentation de l'expédition et inversement, les documents acquis une dimension géographique et peuvent être recherchés en fonction du lieu auquel ils se réfèrent. La deuxième application, Atlas numérique de la Révolution grecque et de la constitution de l'État grec 1821-1852, constitue une plateforme de cartographie interprétative à plusieurs niveaux. Pendant la période de la Révolution, les 2 premières décennies de l'État grec, et fournit le lien avec la production cartographique de la mission.
L'Atlas comprend les limites administratives pour la période 1820-1852, l'espace habité. Tout ceci enrichi de documents, images, descriptions topographiques, témoignages, données démographiques. Et il convient de noter que le travail de classification en grande catégorie des entités de l'ensemble des cartes était assez difficile si l'on voulait respecter la sémantique des cartes. Pour créer cette application, nous avons expérimenté la méthode de cartographie approfondie Deep Matting pour révéler les couches successives des cartes historiques. Dans le même esprit, des cartes narratives ont été créées en suivant les traces des voyageurs, et en particulier pour l'expédition française, les itinéraires des naturalistes et des architectes. En conclusion, le travail cartographique de l'expédition française et son étude ont donné naissance à un nouveau fonds numérique, de nouvelles cartes numériques, des cartes narratives, une nouvelle base de données. Je pense qu'il reste encore de nombreux sujets à étudier et de nombreux défis et invitations au débat, au dialogue. Merci. Monsieur Georges Tolias, puisque nous avons maintenant la bonne clé USB à mettre dans l'ordinateur. Il y avait un petit problème technique, il faut le résoudre. Est-ce que quelqu'un connaît mieux que moi cet ordinateur? C'est ça, c'est votre... Voilà. Ah, votre... Merci. Pas de souci. Très petit pour moi. Voilà. Le diaporama, là, je me débrouille. Merci. Merci, monsieur. Voilà. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, l'Institut français de Grèce, le EIE, le FNRS. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité, de nous avoir invités, parce que toute l'équipe est là. Et j'ai un petit changement à mon titre, c'est Géographie du possible, société, environnement et construction de l'État dans les travaux de l'expédition scientifique de Morée, 1829. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je parle en français parce que c'est ce que j'avais compris au début par la correspondance, mais bon, il y a une traduction, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, le titre volontairement provocateur de cette intervention renvoie à la notion de possibilisme géographique émise par Vidal de la Blache au tournant du XXe siècle et conceptualisée par Lucien Febvre dans son ouvrage La Terre et l'évolution humaine, 1922. Selon Febvre, le possibilisme vidalien permettait à la géographie d'écarter l'impact déterministe de l'environnement naturel sur l'évolution des sociétés. Et c'est le déterminisme, surtout en Allemagne, avec les théories de Ratzel, était assez lourd pour la science géographique. Et c'est ainsi que Febvre a inventé ce possibilisme vidalien. Cependant, l'étude de l'œuvre de Vidal a démontré que son approche ne se présente pas en opposition au déterminisme. Vidal se déclare tout autant intéressé à saisir la façon dont l'homme prend l'initiative de modifier la surface de la Terre qu'à repérer, malgré les difficultés de la tâche, les influences de celle-ci sur le devenir de l'organisation des sociétés. Contrairement à l'interprétation de Lucien Febvre, Vidal ne conçoit pas l'homme comme étant libre de modifier la nature et de s'affranchir de son conditionnement.
Vidal tente de cerner l'entrecroisement des phénomènes naturels et humains, d'appréhender les milieux biophysiques et sociaux qui caractérisent toute société, quel que soit le degré de son développement technique. Le possibilisme, donc, serait plutôt l'hypothèse selon laquelle les cultures humaines et les identités géographiques sont façonnées par les choix humains en réponse aux conditions naturelles. Des notions similaires reviennent souvent dans les travaux des géographes naturalistes de l'expédition scientifique de Morée, présentés par notre ami Yannis Saitas, et matériel sur lesquels on a beaucoup travaillé, comme vous avez vu par la présentation d'Hélène. Ces opinions des géographes naturalistes de l'expédition, bien que parfois primaires, voire même contradictoires, elles témoignent d'une compréhension des relations dynamiques entre l'environnement et la société et de la nécessité d'une approche holistique afin de mieux les saisir, les rapports. La géographie du possible, donc, de l'expédition scientifique de Morée, déroulait du bagage intellectuel des géographes, en particulier de l'enseignement d'Alexander von Humboldt, qui concevait la nature comme un organisme vivant, interconnecté et en équilibre. La science géographique, selon Humboldt, devait s'appuyer sur l'étude systémique et quantitative, voilà les deux traits caractéristiques de l'expédition, l'étude systémique et quantitative des phénomènes naturels, afin de déchiffrer leur interdépendance, interpréter leur dynamisme. Le possibilisme d'avant le mot de l'expédition était surtout renforcé par les circonstances particulières. Le terrain d'investigation était cette fois-ci la Grèce naissante ou renaissante, un pays à l'héritage historique pesant et pratiquement en ruine après 8 ans de conflits brutaux, une économie et une société épuisées, des élites en guerre civile à peine déguisées, chargées de transformer le territoire post-ottoman à un État national moderne. La République hellénique et Helliniki Politia, parce qu'il y avait une entité politique à l'époque, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Morée, c'est l'Helliniki Politia, gouvernée par le comte Jean Kapodistria, était le premier pas vers un possible État-nation grec. Tous les choix et toutes les possibilités étaient ouverts. Les activités des membres de l'expédition scientifique de Morée offrent ainsi un bel exemple de la phase finale du mouvement philhellène, telle qu'elle est apparue après l'intervention internationale à Navarin. Celle du protectionnisme occidental sur la Grèce, considérée comme un laboratoire pour tester toutes sortes d'idées politiques, économiques et sociales. La géographie pratiquée par la section des sciences physiques de l'expédition, menée par le colonel naturaliste et homme politique, il ne faut pas l'oublier, Boris de Saint-Vincent, et le géologue Émile Puyon-Boblet, aussi homme politique, militaire tous les deux, homme politique, député. Bon, alors, visait ainsi à établir un inventaire systématique de la nature, des hommes et des ruines. Il s'agissait d'un projet complexe d'exploration scientifique qui tentait de recenser l'ensemble des données naturelles et humaines telles qu'elles se manifestaient dans l'espace. Les géographes naturalistes s'appuyaient sur des méthodologies et des technologies de pointe à l'époque, telles que la statistique démographique, la géodésie, toute nouvelle, l'étude de la configuration géologique du sol et du système des montagnes et des eaux souterraines et des ressources en eau, le recensement des minéraux, de la faune, de la flore. Boris de Saint-Vincent se vantera. Pardon. Alors, le prochain. Où est-ce que voilà, là? Voilà. Boris de Saint-Vincent se vantera que les membres de la section ont travaillé avec intelligence et activité afin de rapporter au-delà des 3000 espèces, dont une grande quantité de nouvelles, appartenant aux 2 règnes organiques, un nombre prodigieux de faits géologiques, 1000 circonstances négligées jusqu'alors sur l'état physique de la contrée, une statistique minutieuse, une géographie complètement restaurée, avec une triangulation à laquelle celle de la France peut seule se comparer, et des cartes non moins exactes et détaillées que sont celles des environs de Paris.
Les résultats de la section des sciences et physiques ont été publiés entre 1932 et 1936 en 6 volumes, regroupés en 3 tomes et reliés en 5 parties. Vous voyez le chaos, hein, complétés par un volume de planches nommé Atlas, la 6e partie. Voilà, ça c'est la relation géographie et géologie. Les 3 autres volumes, minéralogie, zoologie et botanique, et l'Atlas avec le portrait de Bory de Saint-Vincent. Le premier volume de la série, intitulé Relations, est un texte torrentiel de 472 pages rédigé par Bory de Saint-Vincent. Il s'agit d'une compilation des explorations de l'équipe des naturalistes à un récit unique et continu, avec des références systématiques aux autres volumes, aux cartes et à l'atlas. La relation suit l'itinéraire de la section dans le Péloponnèse, s'arrêtant chaque détail d'intérêt naturaliste, topographique, historique ou social. Il en résulte une approche encore fluide, mais holistique du Péloponnèse, considéré comme un paysage complexe qui soutient toutes les formes de vie, sans distinction, un système interdépendant de réciprocité symbiotique dans lequel chaque détail avait sa valeur. Le caractère trop ambitieux et fragmentaire de la relation de Bory de Saint-Vincent apparaît aussi dans l'Atlas de la section des sciences physiques, publié en 1836. Ceci reste un document sûrement magnifique, mais pour le moins étrange, avec ses cartes confondues parmi les paysages, les vues des villes et des portraits des héros de la Révolution grecque, ses coupes géologiques et ses images représentant les diverses espèces de règne minéral, végétal et animal. L'Atlas exprime la vision holistique et plurielle de la nature et des habitants du Péloponnèse que la section des sciences physiques de l'expédition a tenté de reconstituer. Cependant, le système substantiel, la synthèse, substantielle n'a pas encore été réalisée et la nature plutôt encyclopédique et fragmentaire de l'entreprise est évidente. Le volume consacré à la géographie du Péloponnèse exprime une vision plus technique et plus quantitative de la science géographique. Dans cet ouvrage, Bory de Saint-Vincent résume à 95 pages l'histoire des descriptions géographiques et cartographiques du Péloponnèse depuis Homère jusqu'à son époque, en soulignant le manque de précision de tous les travaux précédents. Il considère le Péloponnèse comme le foyer de la race et de la civilisation hellénique. D'après Bory, le Péloponnèse est le lieu de peuplement initial des Pélages, une race distincte de l'espèce humaine et ancêtre des Grecs. Et il reconnaît dans les traits physiques et le costume des Grecs modernes des éléments de la race archétypale des Pélages. La théorie polygénique qu'il suivait, La théorie polygénique qu'il suivait exigeait des ancêtres distincts pour chaque race humaine. Bory reconnaît ainsi comme ancêtre de Pélage Lycaon d'Arcadie, fils de Pélasgos et de Mélibée, fondateur des Lycosuras en Arcadie méridionale, très fier Bory de la découverte de ruines de Lycosuras, en Arcadie méridionale, ville qui, selon Pausanias, était la plus ancienne de Grèce. C'est à partir de Lycosuras que la race pélagique s'est répandue dans le reste de la Grèce. Ces hypothèses raciales sont suivies par des données quantitatives. On est au volume 2, volume géographie, n'est-ce pas? Ces hypothèses raciales sont suivies par les données quantitatives recueillies par l'expédition, des longues listes de relevés géodésiques et trigonométriques, le recensement de la population et la structure administrative du Péloponnèse. Le système administratif n'était pas encore de la République hellénique, de la Hellénique politique. Le système administratif n'était pas encore stabilisé et les improvisations du gouvernement étaient constantes. Bory observe que la question de la gestion et l'unification politique du territoire ne pouvait être résolue par des improvisations administratives constantes. Alors, c'était... Voilà, c'est mal calibré. On conçoit que dans un pays montueux, très coupé, où des grandes révolutions physiques ont occasionné des bassins isolés, sans communication les uns avec les autres, une profonde diversité de mœurs fondée sur des intérêts très différents a dû s'enraciner chez les habitants,
De là, ces anciens États du Péloponnèse, si fameux dans l'histoire, qui eurent chacun leur patriotisme à part et dont l'esprit caractéristique reparaîtra toujours, un déterminisme. Quelque espèce de civilisation qu'on tente d'introduire au même lieu. Tant que les communications bien tracées dans les cols de haute montagne, des bonnes routes pavées à travers les marais et de points solides jetés sur les rivages ou sur les torrents n'effaceront pas les barrières que posait la nature. M. Capodistria sentait parfaitement ceci. Il m'en a plus d'une fois entretenu, et lorsque revenant du Magne, je lui ai présenté qu'en aplanissant le chemin terrible qui conduit de Kalamata à Mistra, ou la route dangereuse qui côtoie la pointe laconienne, où se prolonge le système du Taïget, on se fut bien mieux assuré du pays qu'en en mêlant la moitié de la Messénie et l'autre moitié et l'autre au pays des Zélotes. C'était les acrobaties administratives de Capodistria, qui existent jusqu'aujourd'hui. On a le Magne oriental, le Magne occidental, Kalamata, la moitié dépend de Messénie. Bon, il m'avoua que le manque de fonds seulement l'empêchait d'établir ses bases d'une nouvelle civilisation, n'est-ce pas? C'est une civilisation. Le possibilisme géographique transparaît aussi dans l'étude d'Émile Puyon-Boblet sur la géologie du Péloponnèse. Le géologue ingénieur et militaire traite abondamment de l'influence du sol sur l'évolution de la nature et de la civilisation du Péloponnèse. Selon lui, la richesse des marbres a contribué à façonner la sculpture et l'architecture grecque, mais aussi l'art et la pratique de la construction. Il considère par exemple que la structure polyédrique naturelle des roches calcaires a inspiré les constructions cyclopéennes des Pélages, qui les ont diffusées lors de leur migration vers le reste de la Grèce. Boblet revient souvent sur l'interdépendance entre la configuration du paysage et le développement de la civilisation, une approche qui résume dans sa carte générale de la Morée. Voilà. Dans sa carte générale de la Morée et des Cyclades, exposant les principaux faits de géographie ancienne et de géographie naturelle. Vous voyez les deux ensemble. Publié en 1833 et analysé dans les recherches géographiques sur les ruines de Morée, publié en 1935 et 1936, dernière publication du département de la section des sciences naturelles de l'expédition. Il s'agit d'une recension des ruines du Péloponnèse, arrangée selon la configuration du terrain que Puyon présente comme une statistique de ruines de la péninsule. Les deux ouvrages de Boblet sur la géologie et les ruines de Morée constituent un ensemble cohérent. Son approche, tout comme celle de Bory, se caractérise par une forte tendance à l'interprétation synthétique de phénomènes naturels, historiques et culturels. Boblet constate l'influence déterminante de la morphologie du terrain sur le cours de l'histoire de la Grèce et le caractère des Grecs. Les diverses installations et les fortes identités locales sont interprétées à l'aune de la morphologie géographique, considérée comme facteur déterminant et incontournable. Selon lui, les efforts de Capodistria pour instaurer un État centralisé sont voués à l'échec. Au lieu de cela, il propose à préserver les particularités territoriales naturelles et adopter un système politique fédéral. Pardon. Hop. Non. Je ne l'ai pas. Je ne le trouve pas. Il est facile, je cite Puyon-Boblet, il est facile de voir quelle influence les conditions physiques exercent sur la destinée de la Grèce. Position géographique qui en faisait le lien naturel entre l'Europe et l'Asie, direction vers la navigation et le commerce à raison des îles nombreuses, de l'étendue de ses rivages et de la stérilité de la plus grande partie du sol. Division en États aussi nombreux que ces régions naturelles, telles l'Achaïe, la Béotie, la Laconie, l'Arcadie, etc., qui s'est subdivisée encore en petites cités dont l'indépendance se maintenait par la fidélité des communications, par la difficulté des communications. De là, pour chaque petit État, une individualité prononcée, un patriotisme énergique mérite récit. De là encore, la nécessité du principe fédératif qui subsiste aujourd'hui et contre lequel l'influence européenne aura peine à prévaloir. Condamné.
La contribution des travaux réalisés par la section des sciences et physiques à la construction de l'État grec est également considérable. Le gouverneur avait adressé des appels répétés pour obtenir une aide technique internationale. La carte du Péloponnèse en 6 feuilles, les plans des villes et des ports, le recensement de la population, les répertoires des ressources naturelles constituent sans aucun doute des outils précieux pour le bon fonctionnement de l'État grec naissant. La contribution de la France a été officiellement reconnue par Capodistria lors de la 4e Assemblée nationale à Argos, juillet 1829. Une commission composée de savants de l'Académie des sciences de France et d'ingénieurs a été chargée d'explorer le sol classique de la Grèce, et ces hommes se consacreront à l'étude de tout ce qui touche à l'archéologie, la géographie, les sciences et les arts. Notre patrie ne manquera pas de récolter les fruits de ces efforts précieux. Avec leur savoir-faire de pointe, les savants et les techniciens de la section ont offert à l'État grec national naissant la carte du pays, le recensement de la population et la statistique des ruines, les musées à ciel ouvert qu'était le Péloponnèse à leurs yeux. Il s'agit du triptyque codifié par Benedict Anderson des 3 outils essentiels au développement de l'État-nation. La carte qui définit les frontières et les contenus physiques de l'État et permet la gestion du territoire. Le recensement qui fournit les données démographiques permettant de gérer la population, et les musées à ciel ouvert, dans notre cas, qui établissaient l'histoire et l'ascendance commune qui confèrent à la nation sa légitimité et un sentiment d'appartenance partagée. Le biologiste Boris de Saint-Vincent reconnaissait aux Grecs insurgés la descendance biologique des Pélages. Ces conceptions raciales, même si elles seraient aujourd'hui jugées dépassées, voire répréhensibles, ont renforcé les liens des Grecs insurgés avec leur patrie et leurs ancêtres, tandis que le déterminisme géographique qu'ils partageaient avec Puyon-Boblé mettait en avant le rôle déterminant de l'environnement dans la formation de l'histoire de la race et de la civilisation. Le caractère protectionniste, pour en finir, des travaux de l'expédition scientifique est évident, mais il serait erroné de l'interpréter comme une expression de position impérialiste ou colonialiste. C'est trop facile aussi. Il ne fait aucun doute que la présence militaire française dans le Péloponnèse visait aussi à promouvoir les intérêts français dans la région. L'ingérence de l'armée d'occupation, c'était une armée d'occupation. Le Péloponnèse était officiellement occupé par l'armée de Charles X, n'est-ce pas? Il ne fait aucun doute que la présence militaire française dans le Péloponnèse visait aussi à promouvoir les intérêts français dans la région. L'ingérence de l'armée d'occupation est évidente dans la vie politique de la Grèce de Capodistria, tout comme ses efforts pour contrôler l'armée, son soutien au parti politique français qui était en opposition et son hostilité ouverte envers le parti russe et le gouverneur, qui culmine avec le projet de coup d'État, le massacre d'Argos et l'assassinat de Capodistria. Des attitudes similaires apparaissent également dans le domaine du patrimoine culturel, avec la saisie d'antiquités de Messénie et de Patras, elles ont passé inaperçues, ou la demande insistante du général Schneider de céder l'ensemble des découvertes archéologiques d'Olympie. Le gouverneur Capodistria veilla à ce que la cession soit approuvée par l'Assemblée nationale d'Argos et prenne la forme d'un échange scientifique. Voilà le texte. L'Assemblée a bien entendu compris les raisons pour lesquelles le gouvernement doit satisfaire cette demande des savants français. En accordant cela, la Grèce peut obtenir, en échange du gouvernement concerné, des objets précieux indispensables à l'enseignement public, à savoir des livres, des instruments d'astronomie, des géodésie, des prototypes de machines, etc. Il est très possible que le cercle répétitif de Borda et le théodolite de 1820 conservé au musée de géophysique de l'Observatoire national, vous en avez parlé tout à l'heure, chers collègues, instruments géodésiques utilisés par les géographes ingénieurs dans le Péloponnèse, soit des compensations scientifiques offertes par les Français pour les métopes du temple de Zeus. Même si elles constituent l'aspect prédominant de la réalité, ces constatations ne doivent pas être simplifiées ou généralisées, ni confondues avec l'arrogance culturelle des observateurs occidentaux.
Homme politique libéral, intellectuel militant, Bory de Saint-Vincent ne souscrivait pas à la politique interventionniste menée par la France et les autres puissances, et son mépris à l'égard de leur émissaire était sans équivoque. On pourrait dire que, d'une manière ou d'une autre, Bory et les géographes de la mission scientifique sont les héritiers d'un bonapartisme libéral et protectionniste, ranimé par le projet Philhellène de l'époque, et c'est dans cet esprit qu'ils ont soutenu la création d'un État national grec souverain et bien gouverné. L'autonomie de la Grèce et l'indépendance de la vie politique grecque vis-à-vis des étrangers sont un sujet sur lequel Bory revient souvent, rapportant des discussions qu'il a eues à ce sujet avec le gouverneur Capodistria. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je vais clore cette présentation avec un bref bilan des travaux géographiques de l'expédition. Sans vouloir réduire la valeur et de la contribution des savants et techniciens français au premier pas de l'État grec libre, nous devons souligner aussi ses limites. La carte s'appuie sur les premiers travaux géodésiques systématiques réalisés en Grèce, mais les relevés topographiques à l'échelle 1 sur 50 000 qui ont servi à sa conception finale ne couvrent qu'une petite partie du Péloponnèse. Le problème central de la cartographie réside dans le relief. On a trouvé tous ces problèmes quand on travaillait avec Hélène pour remathématiser la carte. On a fait pas mal d'acrobaties pour les surpasser. Le problème central de la cartographie réside dans le relief qui a été représenté par estimation dans la plupart des régions sur la base d'observations faites au cours de la route, ce qui a conduit à une représentation erronée du système montagnier, fait qui a suscité les critiques et les critiques virulentes de Bory. La description géographique ainsi que les études de minéralogie, géologie, botanique, etc. s'appuient sur l'autopsie de quelques petites régions. On a vu sur la carte que Yannis Saïtas nous a montré tout à l'heure, les régions sur lesquelles ils ont travaillé. C'était très isolé, mettons. S'appuie sur l'autopsie de quelques régions et ne représente pas l'ensemble de la péninsule. Les coupes géologiques restent en effet des estimations théoriques, car elles s'appuient sur des recherches de surface, tandis que les fouilles archéologiques ont été sommaires et précipitées. Le séjour des architectes était fort limité dans le temps. Cependant, malgré la courte durée de leur séjour et les conditions sanitaires et politiques, on oublie les conditions sanitaires, les conditions sanitaires et politiques plus que rudes dans lesquelles ils ont dû travailler, la contribution des membres de l'expédition scientifique a été considérable. Tous ont travaillé intensivement pour offrir à la science et à l'État grec naissant des outils de développement nécessaires, une documentation méthodique de la nature, des hommes et des monuments. Leur travail a été facilité par les ingénieurs de l'armée d'occupation française. Les combats qu'ils ont dû livrer contre les troupes d'Ibrahim ont été peu nombreux et ils n'ont duré qu'un mois. Par la suite, et jusqu'à leur départ définitif en 1833, ils se sont occupés de l'amélioration des infrastructures, de l'urbanisme, du tracé de routes, de la construction de bâtiments publics, hôpitaux, bâtiments administratifs, etc. Les savants et les techniciens français étaient tous animés par le même sentiment généreux de protecteur et de garant. Ils sont fiers de participer à la renaissance de ce pays antique et de soutenir les efforts visant à fonder l'État national grec. C'est au laconique et mesuré Abel Blouet, responsable de la section d'architecture et de sculpture de l'expédition, que nous devons la description de ses sentiments lorsqu'il assista, en pleine pandémie de fièvre typhoïde, aux travaux de la 4e Assemblée nationale qui se déroulèrent dans le théâtre antique d'Argos le 15 juillet 1829. C'était certainement un spectacle agréable de voir, après tant de siècles d'esclavage et de despotisme, la Grèce libérée du joug et sous la protection des grandes puissances européennes se réunir dans le théâtre antique d'Argos sous la présidence d'un diplomate grec compétent. Tous les héros qui s'étaient distingués par leur courage dans une guerre sans merci afin de doter le pays des lois constitutionnelles. C'était une assemblée constitutionnelle, des lois constitutionnelles, premier bénéfice de cette grande palygénésie. Nous avons rencontré le colonel Bory. Ils s'étaient perdus jusque-là, ils se sont retrouvés à Argos à la fin. Nous avons rencontré le colonel Bory.
il nous a informé que son serviteur était mort de la fièvre et que presque tous les membres de son détachement étaient tombés malades à Monemvasia, qu'il avait eu du mal à les transporter à Nopli, d'où ceux qui étaient gravement atteints devraient rentrer en France le plus rapidement possible et qu'il était désormais contraint d'interrompre l'exploration. Nous avons également appris que M. Dubois, le directeur de la section archéologique qui n'a pas fonctionné, et un autre membre du département d'archéologie étaient tombés soudainement malades à Patras et avaient été contraints de quitter la Grèce, et que la plupart des ingénieurs topographes qui s'étaient dispersés partout dans le Péloponnèse pour effectuer les travaux géodésiques avaient été arrêtés par la fièvre et que 2 ou 3 d'entre eux étaient déjà décédés. Voilà, Madame l'ambassadeur, vous avez parlé des cimetières. Mesdames et messieurs, je dois m'arrêter là, vous remercier de votre attention et laisser la parole à Monsieur Festas, je pense, mon collègue au FNRS, qui vous présentera ce que nous pouvons faire, ce que nous voulons faire au FNRS avec le matériel laissé, le riche matériel laissé par l'expédition scientifique de Morée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Michel Festas. Καλημέρα σε όλες και όλους. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici présent. Le débarquement de la mission scientifique française du Péloponnèse sur les côtes de la Messénie en 1829 marque le début d'une exploration systématique de la région du Péloponnèse. Nul besoin d'en dire davantage sur les multiples contextes dans lesquels s'est déroulée cette expédition. Depuis les études d'Emmanuel Protopsaltis dans les années 70, la publication par l'Institut d'études historiques de l'Institut national de recherche des actes du colloque Enquête en Méditerranée, les expéditions françaises d'Égypte, de Morée et d'Algérie sous la direction de Vassilis Panagotopoulos, la publication par Melissa de l'œuvre de l'expédition sous la direction de Yannis Saïtes, jusqu'à l'exposition de la genèse de l'État grec, cartographie et histoire, sous la direction scientifique de Yorgos Stolias en 2021, et certains textes récents de Evangelos Leviaratos, la recherche scientifique, historiographique, a largement analysé les questions pertinentes. La carte historique que nous allons présenter a été géoréférencée grâce au travail extrêmement précieux de Hélène Gathol, disponible sur le site web de l'Institut de recherche historique de l'Institut national de recherche, et s'inscrit dans le cadre d'une série de projets de recherche développés ces dernières années à l'Institut. Le géoréférencement et la mise en ligne de la carte historique l'ont rendu accessible au grand public, mais au public spécialisé également. Je vais essayer donc maintenant de discuter, de présenter de manière critique certaines questions soulevées par l'étude de la carte de l'expédition française dans le cadre de ma thèse de doctorat réalisée au département d'histoire et d'archéologie de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, intitulée Les établissements humains du Péloponnèse à l'époque de la Révolution grecque, espace, population et habitat. Dans le cadre donc de cette étude, qui consistait principalement à identifier et à cartographier près de 1800 toponymes figurant dans les sources principales qui ont été exploitées, les statistiques de l'administration capodistrienne, ainsi que les documents publiés par l'expédition française entre 1828 et 1830. La carte historique française a été utilisée de manière systématique. Je vais donc essayer d'en mettre en évidence cette dimension de l'étude de la carte et de décrire brièvement la façon dont ces cartes ont été utilisées dans les recherches, peuvent être utilisées dans les recherches futures. Je tenterai également de formuler quelques réflexions sur les avantages et les possibilités
d'exploitation de ces cartes. Tout d'abord, l'utilisation de la carte historique française comme source peut contribuer à ce que l'on pourrait appeler reconstitution de la polyvalence de l'habitat. Nous utilisons ce terme pour décrire le phénomène observé dans le cadre de notre recherche, et plus précisément lorsque dans les études, dans les sources écrites étudiées, qu'on peut appeler par souci de concision recensement, les localités sont enregistrées sous forme de toponymes, ce qui n'est pas le cas dans la carte française. Ainsi, la recherche combinée entre sources écrites et spatiales indique que les noms de lieux sont représentés par une multitude de termes tels que village, maison isolée, khani, tour, etc. L'importance de cette représentation est multiple, non seulement parce que nous pouvons tirer des informations qualitatives, mais également car la carte de l'expédition représente de manière cartographique des lieux habités qui sont absents des sources écrites. Sur la base de ce qui précède, nous pouvons affirmer que toute tentative de reconstituer le réseau de peuplement du Péloponnèse pendant la Révolution sans utiliser la carte de l'expédition française serait incomplète. Parmi la multitude de termes qui sont répertoriés, nous sélectionnons très brièvement les lieux mentionnés comme cabanes. Sur les 101 cabanes répertoriées sur la carte française, 92 ne figurent pas dans les recensements de la population. L'étude de la répartition géographique des cabanes, leur taille démographique, leur relation avec d'autres établissements dans l'économie agricole et pastorale de la campagne ne sont que quelques-unes des questions qui m'ont préoccupée dans mes recherches et j'espère qu'une étude sera publiée prochainement. Je ne vais pas analyser ici des exemples spécifiques de cabanes sur la carte des habitats du Péloponnèse à la fin de la Révolution grecque, ni représenter certaines typologies. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de soutenir que, à travers la constitution de l'habitat, nous avons enrichi et affiné ce réseau de peuplement du Péloponnèse à l'époque de la Révolution. En effet, nous considérons que la dispersion géographique des cabanes et la stratigraphie toponymique constituent des indicateurs matériels de cette mobilité. Il s'agit d'interdépendances qui s'inscrivent dans des cadres géographiques, temporels et productifs multiples, qui résultent des mouvements de la population et correspondent à des habitats particuliers de l'espace. Dans ce contexte, l'étude des cabanes sur la base de la carte historique française s'avère être un domaine privilégié pour étudier les phénomènes concernés. Sur la base de ce qui précède, la reconstitution de la polyvalence de l'espace habité de la campagne péloponnésienne à cette époque permet d'étudier les changements lents survenus dans les domaines de la production, de l'économie, toponymique, démographique, résidentielle, qui avaient commencé avant la Révolution et s'étaient achevés, pour appeler Fernand Braudel, après la fondation de l'État grec. Deuxième question. J'ai évoqué plus haut la résistance des habitats au fil du temps. Donc, vous pouvez comprendre ce que je vais aborder maintenant. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, en identifiant et en cartographiant à peu près 1800 toponymes issus des recensements, j'ai tenté de répondre à la question suivante. Où vivait la population du Péloponnèse à l'époque de la Révolution? Cette simple question allait se transformer en un parcours de recherche aux multiples ramifications. En effet, un certain nombre de lieux ne pouvaient pas toujours être directement associés à un village identifiable aujourd'hui sur une carte, et ce pour des raisons diverses. En résumé, l'absence d'un village dans les sources écrites, mais la difficulté également à localiser sa position géographique exacte à l'époque de la Révolution peut s'expliquer par le fait qu'il a cessé d'être recensé. En outre, un village peut disparaître des sources parce qu'il a été déserté dans le cadre d'un déclin démographique progressif qui a conduit à son abandon.
sa population s'étant déplacée vers un autre endroit. Dans ce cas, le nouvel établissement, bien que situé à un endroit géographique différent, pouvait conserver le nom de l'établissement abandonné ou intégrer un qualificatif afin de le distinguer de l'original. Une fois de plus, l'utilisation de la carte de l'expédition française a été déterminante pour localiser les villages qui ne pouvaient être associés à un village identifié à ce jour. On a ainsi constaté que dans les recensements de population, l'ordre d'enregistrement des villages correspondait généralement à des emplacements géographiques proches. Sur la base de cette observation, si un toponyme ne pouvait être localisé sur la carte moderne, on suivait la procédure suivante. Sur la carte numérique moderne, mais aussi sur la carte historique correspondante, on localisait un village qui existait encore aujourd'hui, qui servait de point de référence fixe pour déterminer l'emplacement du toponyme dont la position géographique exacte ne pouvait être déterminée au départ. En comparant les deux cartes, il est apparu que le toponyme recherché dans le cadre de l'étude figurait généralement sur la carte historique à proximité du village existant. Ainsi, grâce à l'examen comparatif des deux cartes, de manière extrêmement systématique et détaillée, les coordonnées du toponyme village qui n'étaient pas localisées sur la carte numérique contemporaine ont été enregistrées à chaque fois avec la plus grande précision géographique possible. De cette manière, il a été possible de cartographier l'emplacement des localités de l'époque de la Révolution. Dans le cadre de la procédure, mentionnés, des documents d'histoire administrative ont également été systématiquement utilisés pour déterminer l'appartenance administrative des localités, ainsi que la reprise dans le cadastre national, une source précieuse de données spatiales qui répertorie les toponymes grâce à la continuité linguistique dans l'espace. Sur la base de ce qui précède, je peux aujourd'hui affirmer avec force argument que sur les 327 des 1800 toponymes qui disparaissent des sources écrites, la majorité d'entre eux, 292 en l'occurrence, ont été désertés et abandonnés par leur population pour diverses raisons depuis la période troublée de la fin de la Révolution grecque jusqu'à nos jours. L'utilisation de la carte historique comme source pour l'étude de l'espace habité du Péloponnèse pendant la période de la Révolution grecque peut être étendue à d'autres domaines d'études, d'approfondissement, ainsi notre analyse sur des questions connexes. Ainsi, une extension potentielle de la recherche pourrait concerner le réseau des monastères du Péloponnèse pendant la Révolution. En exploitant à nouveau de manière combinée les sources écrites qui répertorient 143 monastères et la carte française qui en recense 150, il est possible de cartographier la répartition géographique des monastères du Péloponnèse. Les monastères, lieux ancrés dans le temps et l'espace, sont des points fixes de concentration démographique. Mais surtout, ils sont des espaces en relation directe avec le réseau des habitants, avec des relations qui concernent une série de paramètres économiques indissociable du relief géographique du Péloponnèse. La deuxième perspective d'extension de la recherche ne se limite pas à l'espace habité. Ainsi, sur la base de la carte de l'expédition française, il est possible d'étudier de manière systématique le réseau routier de la Morée. Bien qu'une partie des transports se fasse par voie maritime, la cartographie du réseau routier de l'intérieur du Péloponnèse est un élément très important pour reconstituer les principales voies de communication et de transport des personnes et des marchandises à cette époque. L'étude de la répartition des stations routières sur la carte, c'est-à-dire des bâtiments, relais et autres, peut éclairer certains aspects de la mobilité de la population, tant sur la petite échelle géographique que sur l'ensemble du Péloponnèse. Et il ressort clairement de ce qui précède que l'étude des cartes offre de multiples possibilités pour la recherche historique. Dans cette optique, l'utilisation des systèmes d'information géographique est d'une importance capitale. Les documents d'histoire administrative, le dictionnaire, la collaboration entre historiens et géographes peut apporter des connaissances importantes à la recherche sur le territoire pour toute une série de questions. Et c'est dans ce contexte
que l'Institut de recherche historique de l'Institut national de recherche a récemment créé un laboratoire de cartographie historique numérique dont l'objectif est de créer des cartes thématiques numériques originales. Dans cette optique, l'une des initiatives que le laboratoire pourrait entreprendre à l'avenir serait d'extraire des informations à partir des cartes historiques de la Grèce moderne, avec de nombreux avantages. Par exemple, vérification de la situation géographique de localités aujourd'hui disparues, étude de la répartition des toponymes dans la région avant le processus de changement de nom effectué par l'État grec, étude des frontières administratives historiques de la région, répartition des groupes ethnoculturels dans la région et même observation des changements dans l'environnement naturel tels que modification du lit des rivières, présence de marais, divers paramètres ayant influencé la répartition de la population dans la région au fil du temps. Pour conclure, la présente communication a tenté de présenter de manière critique l'importance de l'utilisation de la carte de l'expédition française comme source pour l'étude de la répartition des habitats et de la population du Péloponnèse pendant la période de la Révolution. Alors que nous parlons de la valeur d'étude d'une carte historique, nous avons suivi une voie différente de celle attendue. Ainsi, alors que la recherche et l'analyse géographique par le biais de la géoréférence donnent vie aux entités d'une carte historique dans le relief contemporain, notre recherche a suivi un processus inverse, car à travers l'étude des sources écrites, l'identification et la cartographie des toponymes, en combinaison avec la carte française, nous avons reconstitué le réseau des établissements humains de la région du Péloponnèse pendant la Révolution. De cette manière, la répartition de la population du Péloponnèse dans l'espace a été visualisée d'une manière qui n'avait jamais été réalisée jusqu'à présent. Il est indéniable que les documents produits par l'expédition scientifique française constituent une source inépuisable d'informations sur le paysage naturel et anthropique du Péloponnèse à cette époque. Au-delà de la valeur de la carte, dans le contexte de la présente recherche, suffit de mentionner la précieuse source narrative que constitue la relation. J'espère que notre rencontre d'aujourd'hui sera le point de départ de la présentation d'autres résultats de recherche à l'avenir qui s'appuieront sur la riche documentation produite par la mission scientifique française du Péloponnèse. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'avais un certain nombre de questions personnelles sur les différentes présentations, mais je vais quand même privilégier les questions de la salle, s'il y en a. Donc, je vous en prie, si vous avez des questions pour nos intervenants. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Sinon, je me lance. Tu te lances. Donc, j'avais une question peut-être générale, mais pour Eleni Gadelou et Michel Festas qui ont beaucoup travaillé sur ce lien avec la cartographie moderne. Et ce que je me demandais, c'est qu'on sait que l'analyse en système d'information géographique permet d'effectuer des sortes de corrélations presque mathématiques pour évaluer des densités de répartition, etc. Et ce que je me demandais, c'est si les analyses qu'on pouvait faire à partir de données objectives confirmaient ou infirmaient les observations, j'allais dire presque intuitives, des personnes de l'expédition scientifique de Morée. C'est-à-dire, est-ce qu'eux observent des choses qui finalement sont infirmées par notre analyse moderne, même de leurs documents mis dans un système d'information géographique? Εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι των χαρτών, οπότε δεν έσκυψα πολύ στις...
Je me suis davantage intéressée sur les cartes et moins sur les sources. Mais la carte nous fournissait des informations utilisées dans notre analyse, donc ceci est étroitement lié. Pour ce qui est des sources, tant que j'ai pu les étudier, c'est vrai que l'analyse confirme les informations qui nous ont été fournies. J'aimerais ajouter simplement sur les différents types de documentation, ce vaste éventail. Le matériel ne correspond pas toujours à ce qui nous est donné par les cartes. Sur la carte, peut-être, il y a indication qu'une agglomération a été abandonnée. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut confirmer tout cela. Il faut donc prendre en compte les sources écrites des Français et d'autres sources narratives, entre autres, pour vérifier si ceci est vrai ou pas. Un des problèmes du matériel produit par l'expédition était sa présentation chaotique. Il est très difficile de se retrouver dans ces 6 tomes grand format. Peut-être nous aurons l'occasion de le voir cet après-midi dans la bibliothèque du Parlement. Les données triangulaires mélangées avec les altitudes, la population, toute une mine d'informations. La présentation est un peu dépassée, certes, mais ceci est un matériel qui ensuite a été utilisé par les fonctionnaires de l'administration française qu'il est difficile de suivre. Le transfert de toutes ces informations et sa modernisation fait qu'il devient exploitable et utile. On s'adressait à Yann et Saïd pour pouvoir se retrouver. Il y a du matériel dans des atlas, des annexes, etc., et dans des tomes de grande taille, et qu'il est très difficile, très souvent, de lire en même temps. Donc, l'exploitation actuelle nous permet d'y avoir accès, de mieux comprendre pour ne pas dire l'importance que cela a en termes d'interprétation actuelle. Ah, voilà, une question. Καλημέρα. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Τόλια. Une question à Monsieur Tolies, bonjour. Vous avez parlé de von Humboldt dans votre présentation. Est-ce que vous pouvez analyser un peu davantage comment vous intégrez l'œuvre de von Humboldt? Car s'était également exprimé sur la manière de dresser une carte. Et pensez-vous qu'il y a eu une influence à l'époque? Car les scientifiques de l'État grec ont tenté par la suite que l'hellénisme est resté identique. Merci Costas pour cette question. Très rapidement, c'est tout un débat. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Alexandre de Humboldt vivait de manière permanente presque à Paris, défenseur de la création de la Société géographique, un de ses membres les plus éminents. Il s'inscrit dans l'âge des Lumières, siècle des Lumières en France. L'approche géographique depuis le début de l'expédition
à une approche holistique de Humboldt, que la géographie devrait être une sorte de médecine de la nature et que la nature est un être vivant. Tout tout se complète et est interdépendant. Pour ce qui est du déterminisme et de Humboldt, je dois dire que je ne peux vous répondre, mais je peux dire que parmi les membres de l'expédition, le déterminisme géographique est clair, évident et déclaré. Je vous ai lu des extraits d'ailleurs. Mais je pense que ceci n'était pas un souci de Humboldt. Je ne sais pas, peut-être, mais je pense que là n'était pas la question pour lui. Και η Λέα. Έχω μια ερώτηση. Une question que je souhaite adresser à Yoros Tolias, peut-être aux autres intervenants également. Nous savons que l'expédition scientifique en Égypte s'inscrit dans le courant de l'orientalisme. Y compris en Algérie. Est-ce que cette expédition en Morée s'écarte-t-elle de cela? Y avait-il d'autres expéditions de ce genre ou est-elle unique? Τώρα, οριανταλισμός και Orientalisme et philhellénisme, c'est plus ou moins la même chose, vu sous une approche, sous une thématique différente. C'est la thématique qui change. Je pense que le philhellénisme, si l'on voudrait voir le cadre culturel de l'époque, c'est le philhellénisme, et notamment après Navarin, joue un rôle très important, un peu l'interventionnisme. C'est les premiers pas d'un pays naissant et il a plusieurs nounous qui prennent soin de lui. Autres expéditions, elles sont nombreuses, mais la caractéristique de ces 3 expéditions est qu'il s'agit d'expéditions scientifiques qui encadrent des expéditions militaires. Nous en avons d'autres, bien sûr, mais moins bien organisées. Ces 3, ce sont des armées d'occupation. C'est une forme d'occupation intermédiaire pour que l'armée d'Ibrahim et ottoman parte de la région, s'éloigne de cette région. Ce sont des expéditions scientifiques qui accompagnent des armées d'occupation. C'est la caractéristique des 50 premières années du 19e siècle, avec des objectifs différents. La guerre de Bonaparte, de Napoléon en Égypte est autre, la libération de la Grèce également, et l'envoi de l'armée en Algérie. Les circonstances politiques sont différentes, mais c'est un bonapartisme. L'objectif est d'aider le monde, de libérer, de démocratiser, d'apprendre et de faire apprendre, de donner à apprendre aux autres. C'est ce que les armées de la Révolution française font pendant l'époque de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense à l'orientalisme car il y a eu un long débat et si on tient compte de l'œuvre de Saïd qui l'inscrit dans un autre contexte, je me demande si on peut regrouper ces 3 expéditions et dire qu'il s'agit d'un orientalisme avec des objectifs différents ou pas. C'est sûrement pas l'orientalisme tel que décrit par Saïd.
Σχετικά με την παρατήρησή σας, Par rapport à votre question, je pense que nous avons pris une certaine distance de l'orientalisme. Ce n'était pas cette iconographie qu'on avait ou une étude d'érudits. Il s'agit d'une expédition scientifique organisée qui accompagne non pas l'armée simplement, mais les objectifs, les aspirations de la France qui veulent s'installer dans la région. Et les trois autres puissances, il y a d'autres objectifs qui visent à étendre l'influence française dans ces régions méridionales et en même temps la volonté de faire régner la France dans ces régions, puisqu'il ne pouvait concurrencer l'Angleterre vers l'Inde. Donc, il devrait créer cette gloire de la France, au moins au niveau culturel. Ceci s'écarte de l'orientalisme et a trait aux ambitions géostratégiques et militaires de la France. Autre question? Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε, κύριε Τόλια, Monsieur Toglia, vous avez parlé de la contribution de Capodistria. Ma question est la suivante. Était-ce une initiative de Capodistria d'inviter cette expédition française? Comment les Français sont venus dans le Péloponnèse d'eux-mêmes ou ils ont été invités? Et deuxièmement, vous êtes tous invités à notre observatoire pour voir tous les organes de cartographie. Sur ce que M. Saïtas a dit, l'axe commun, c'est le bonapartisme. Il y a Bonaparte en Égypte, des officiers de l'armée napoléonienne sont représentés par tous ces ingénieurs. Tout ça à l'époque de Charles X. Il revient de l'exil et Boris de Saint-Vincent sera à la tête également de l'expédition en Algérie. Donc, c'est ce même mouvement, ce même courant qui commence par l'Égypte et qui prend fin en Algérie. Monsieur Saïtas a raison, ce n'est pas vraiment de l'orientalisme, c'est une façon de promouvoir la France et sa culture. J'en reviens à votre question. Capodistrias, lorsqu'il accepte de devenir gouverneur de la Grèce, il visite les différentes cours européennes avant de venir en Grèce. En passant par Saint-Pétersbourg, Paris, Londres et en passant par Paris, il rencontre le ministre à l'époque de l'Intérieur, le ministre de Charles X, et il demande une aide technique, il demande des cartes, il demande à ce que des officiers soient envoyés, des ingénieurs plutôt, pour former les ingénieurs grecs. Et il souhaite disposer de tous les moyens administratifs modernes. Et d'ailleurs, il demande qu'on lui envoie, y compris des cartes vides de 1826 de l'API pour pouvoir faire ces statistiques. Donc, il y a toute une correspondance. Et Pétier, qui est celui qui va dresser la première carte chargée de la géodésie, la carte de 20 feuilles et la carte qui va rester en Grèce est détachée auprès du gouverneur.
C'est un travail effectué au nom du gouverneur pour la population grecque. Pétier a plusieurs fonctions. Il relève de l'armée et à Capodistrias, à Bory et à tous les autres. Donc, il doit courir partout. De responsable à responsable. Χρόνο για ερωτήσεις. Ce sera la dernière question. Ναι, τελευταία ερώτηση. Τον κύριο Μπριόλ θέλω να ρωτήσω. C'est pour M. Briol. Est-ce que vous considérez que quelques parmi ces éléments que l'expédition a trouvés ou a établis, est-ce qu'il y a une valeur scientifique pour les intégrer en timeline, une ligne de temps, c'est-à-dire aller à 1829-1830, une certaine chronographie? Oui, c'est une question importante que nous sommes posées au moment de nous intéresser à ces points géodésiques et à ces données géodésiques. Alors, si on veut faire usage de ces données ou des produits dérivés de ces données sous forme de cartes pour étudier la tectonique de la Grèce, je pense qu'on va être déçu parce que désormais, avec plus de 30 ans de mesures géospatiales, de géodésie spatiale, on a une cartographie beaucoup plus fine de la déformation tectonique de la Grèce et donc de la capacité de telle ou telle faille à produire des séismes. En revanche, c'est un point peut-être qui méritera d'être étudié davantage dans la carte avec les méthodes qu'Hélénie notamment a présentées. Il y a, lorsqu'on regarde les tracés de rivières, alors là on voit des changements. Le cours des rivières n'est pas toujours au même endroit aujourd'hui qu'il était à l'époque dans la carte. De la même manière, à certains endroits, alors, j'ai eu l'impression que le trait de côte a changé et que ce n'est pas une erreur des cartographes de l'époque. Et donc, je pense que certaines recherches liées à la géomorphologie, sans doute, peut-être pourraient se faire à l'aide de ces cartes. Très bien, merci beaucoup. Comme on a presque rattrapé notre retard, on va passer à la prochaine table ronde qui sera modérée par Gilles de Rappeur sur le thème de la science et vie de la Terre. Encore merci à tous nos intervenants.